Bonsoir à toutes et à tous. On va démarrer et je vais vous proposer de commencer à faire l'appel. Donc Marie-Pierre Dost, Présente. Pablo Arcé, Présent. Marie-Pierre Glaise, Présente. Bernard Passerieux, Céline Sirlac-Sandou, Alain Caral, Véronique Blancier, Présente. Christophe Roussillon, procuration Pascal Maton, Pierre-Yves Chana, Divine Simba Lepini, Laurent Sanchou, Christine Haro, Georges Brondino, Estelle Cros, procuration Christophe Lubac, Camille Deglan, procuration Pablo Arcé, Karim Azizi, Marie-Laurence Bigard, Hugues Cassé, procuration Marie-Pierre Glaise, Philippe Piquet, Zora Benradi, procuration Marie-Pierre Dost, Laure Tachoir, Julie Taquienne, Sylvie Brault, Denis Lapère, Loïc Ferrieux, Henri Arévalo, Karine Pérez, procuration Henri Arévalo, Jean-Marc Dangean, Jürgen Knodel-Seder, Françoise-Marie, absente, Jean-Luc Palévaudy, procuration Bernard Passerieux. Bien, le quorum étant atteint, on va pouvoir délibérer. Je vous propose de nommer au secrétariat de séance notre secrétaire perpétuel, mais néanmoins collègue et ami, enfin ça dépend pour qui, Pablo Arcé. Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition. Je vous remercie. Je vous propose d'abord d'évoquer rapidement le procès verbal du 5 septembre dernier. A priori, il n'y a aucune observation qui a été formulée, c'est exact, Madame Brault. Monsieur Dangean non plus, donc je vous propose de passer à l'approbation de ce compte rendu. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alors, dans les informations, vous l'avez vu, dans cette salle du conseil municipal, nous avons une exposition Octobre Rose, et je remercie les conseillers municipaux de rose vêtus ce soir. Ah oui, jusqu'au stylo. Je me demandais, Pierre Chanin, quel était votre... le tact, c'est le stylo. Voilà, donc Octobre Rose, vous avez un flyer qui a été distribué. Je remercie l'ensemble des participants de la collectivité. L'exposition que nous avons ici derrière nous a été faite par Couleur d'Autan. Vous avez, alors hier, il y avait une marche de sensibilisation. Ce soir, un film avec les Dragon Ladies que vous connaissez certainement au cinéma l'Autan. Et samedi aussi, toute une série de démonstrations, d'initiations et de sensibilisation avec toujours les Dragon Ladies et les services de la collectivité. Le 12 octobre, un goûter musical à l'Éméard. Et sur l'ensemble du mois, donc des différentes interventions. Vous avez pu retrouver ce flyer, l'ensemble des affiches, pour sensibiliser les femmes, notamment à la question du dépistage du cancer du sein, mais pas seulement, les hommes aussi, pour qu'ils puissent y être sensibles. Je remercie celles et ceux qui ont participé à cette sensibilisation d'Octobre Rouge, l'ensemble des... Ah, pardonnez-moi. C'était. Pardonnez-moi. J'ai une culture ouvrière qui fait que je commence par le rouge pour finir sur le rose. Mais vous remarquez que j'ai mis mon écharpe rose ce soir, voilà, qui est d'ailleurs celle du mois Octobre Rose. On ne se refait pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc je vous remercie. Je remercie aussi l'ensemble des services qui participent à cette sensibilisation et des services du centre social et de la mairie. Merci à toutes et à tous. Bien, cela étant, donc pour faire suite aux commissions municipales, on doit vous faire différentes rectifications dans les délibérations, notamment, voyons, où est-ce que je l'ai? Voilà, ici. Suite à une intervention de M. Knodel-Seder en commission 1 sur le calcul du tonnage par Enercop. Donc, oula, c'est très flou. Oui, mais c'est bon, on a rectifié. Ça a été revu et effectivement, les émissions de CO2 par an sur les deux centrales sont estimées à entre 3,3 et 7 tonnes au lieu des 25 qui étaient évoqués. Voilà, donc merci M. Colonel-Seder. La rectification a été effectuée et vous avez normalement une note qui doit vous être fournie.
Ensuite, nous avons dans le rapport numéro 3, la convention d'offre de concours à conclure avec le CRAB pour la rénovation du sol Léo Lagrange. Donc, on évoquera, Monsieur Dangean, les questions, je crois que vous avez demandé sur le devis d'achat du sol et de la pose. Donc, je crois que c'est avec débat, donc on l'évoquera à ce moment-là. Et enfin, nous avons une motion qui a été déposée par le groupe Ramonville pour tous et qu'on vous invitera à débattre à la suite des délibérations inscrites à l'ordre du jour du conseil municipal. J'en profite pour vous indiquer la date du prochain conseil qui sera le 28 novembre. Ce sera une semaine après le congrès des maires. On aura abouti à l'ensemble d'ailleurs des rassemblements des élus locaux. Je serai pour ma part à la DCF représentant de Sicoval, au congrès des maires aussi, et nous pourrons faire le point sur la façon dont les collectivités seront mangées dans les semaines à venir, puisque je vous rappelle que 20 milliards d'économies sont sollicités auprès des collectivités locales, et donc j'aurai le plaisir de vous faire ou pas un retour sur les bonnes ou pas nouvelles qui nous seront annoncées. Voilà, sans plus tarder, je vous propose de démarrer par l'ordre du jour du conseil municipal et je laisse... pardonnez-moi. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez mettre au débat, Madame Brault? Oui, la question numéro 6, s'il vous plaît. Pardon. La question numéro 6 qui est la PCP. Très bien. Y a-t-il d'autres demandes? Non? Bien. Alors, elle est inscrite. Merci beaucoup. Et donc, je laisse la parole à Alain Caral pour la convention de partenariat avec l'association Nature en Occitanie. Bonsoir à tous. En octobre 2020, on a conclu une convention avec l'État sur la mise en place d'un ABC sur la biodiversité. Donc cette alternance aujourd'hui est terminée. Vous l'avez sur le site de la commune. Vous pouvez interagir avec lui. Vous pouvez amener des choses si vous repérez de nouvelles espèces. Il concernait la flore et la faune et la flore sur la commune. Donc l'inventaire de la faune et la flore, je rappelle parce que j'étais peut-être un peu vite. Et donc aujourd'hui, il est en ligne sur le site de la commune. Or, pour continuer un peu l'animation autour de ce projet, on met en place une convention de partenariat avec NEO, c'est Nature en Occitanie, pour continuer l'animation sur la sensibilisation des élus, mieux connaître la biodiversité, faciliter la prise en compte de la biodiversité dans les décisions, notamment dans le cadre du PLU et dans les décisions qui sont relatives à l'aménagement de notre commune. Il y a pas mal de choses qui sont prévues, notamment des animations avec le Conseil des jeunes, des animations avec le grand public, des présentations de l'ABC. Donc tout ça pour une convention qui est à hauteur de 4 500 €, je crois, pour l'année qui suit. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous connaissez le projet, on en a déjà discuté, donc voilà. Merci beaucoup. Merci. Y a-t-il des questions? Madame Brault. Oui, alors avant tout, on tenait à souligner l'intérêt de la réalisation de l'Atlas de la biodiversité et puis la prolongation que vous nous proposez ce soir à travers la Convention. Donc moi, j'ai assisté à la première restitution du travail de Nature en Occitanie. Effectivement, elle a montré qu'il y avait des secteurs sur lesquels il y avait des espèces à protéger et donc des préconisations en termes de gestion pour protéger ces habitats. Mais en fait, l'étude, elle ne porte que sur un certain nombre d'espèces restreintes. Et on a la chance dans la commune d'avoir des naturalistes qui effectuent eux-mêmes des relevés précis sur d'autres espèces qui n'ont pas été étudiées. Et à côté de moi, par ailleurs, il y avait quelqu'un qui avait fait des relevés extrêmement précis sur des papillons. Il y a aussi l'école élémentaire Pierre Mendès France qui a mené avec 2 universités un projet d'observation de la faune sur les coteaux, en plaçant des caméras qui ont observé des passages de sangliers, de chevreuils, et qui ont enregistré ces passages. Et donc tout ça pour dire que, en termes de prolongation de cet atlas de la biodiversité, moi ce que je pense qu'il faudrait rajouter, c'est un volet de sciences participatives, ce qui permettrait de l'enrichir à la fois sur le plan scientifique et puis sur le plan de la participation citoyenne. Et comme je connais un peu ces sujets-là, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter dessus.
Oui, Monsieur Caral. Alors, effectivement, il est prévu sur le site donc, de la mairie, mais ce n'est pas encore mis en place. Mais par contre, c'est sur le site de Néo, l'apport possible, parce qu'à cette réunion-là aussi, il y avait quelqu'un qui travaillait sur les orchidées. Et donc, l'apport possible de ce qui est repéré par les citoyens pour pouvoir les mettre sur le site et ainsi enrichir l'atlas de la biodiversité. Il faut savoir qu'il y a aussi un autre point qui va être mis en place et qui va nous permettre de l'enrichir encore plus, c'est qu'on a l'autorisation d'aller aussi sur le site de l'ATECOR pour pouvoir faire des relevés. Et donc Néo va pouvoir avoir accès à l'ATECOR pour relever aussi l'ensemble des espèces qui se trouvent sur ce lieu-là, quoi. Mais après, chaque citoyen aura la possibilité donc d'enrichir l'atlas de la biodiversité de ses relevés à lui, et ainsi de suite, vérifié après par Néo pour être mis après sur le site de la mairie. C'est prévu dans le contrat. Merci. Y a-t-il d'autres questions, Monsieur Danjean? Monsieur le maire, bonsoir. Je salue votre sensibilité ouvrière. J'espère que nous aurons l'occasion de la partager dans d'autres circonstances. Bonsoir également, mes chers collègues. Je voulais rebondir sur les propos là, que monsieur Caral vient de tenir. Effectivement, je dois indiquer que notre groupe, évidemment, s'associe à la délibération là, que vous venez d'exposer, de présenter, votera favorablement. Je voulais ajouter, encore une fois, pour rebondir sur ce que vous disiez, que au-delà du travail que peut effectuer cette association, il y a bon nombre de citoyennes et de citoyens ramonvillois qui disposent à la fois de nombreuses connaissances et qui ont exprimé à de nombreuses reprises leur intérêt pour tout ce qui touche à la biodiversité. Et je pense que dans le cadre de la démarche générale dont vous parlez, il sera tout à fait efficient de les associer. En tout cas, c'est ce que notre groupe souhaite. Merci. Pas d'intervention? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, sur la convention de partenariat avec Nature en Occitanie, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Nous laissons la parole à Monsieur Caral pour le choix des modes de gestion relatifs au projet d'installation et d'exploitation de centrales photovoltaïques. Rebonsoir. Alors, comme vous le savez, puisqu'on en a quand même parlé plusieurs fois, nous sommes en train de travailler sur la mise en place de 2 centrales photovoltaïques pour alimenter les bâtiments communaux. Donc, ces 2 centrales, voilà, donc il y a un diaporama, avec pour objectif donc, de réduire le coût le recours aux énergies fossiles, réduire l'empreinte carbone et engager la commune dans une voie sur la résilience aussi, augmenter l'indépendance énergétique de la commune et puis diminuer le budget de la collectivité par rapport au prix de l'énergie, faire des économies de manière générale. Alors, il y a 2 sites qui ont été étudiés. Il y a donc l'école Jean Jaurès qui est en rénovation, qui a un toit à terrasse, donc qui permet effectivement de mettre en place des panneaux solaires, puisque la structure elle-même le permet. Et l'autre, c'est les tribunes foot Stade d'Honneur, qui lui aussi a une structure qui permet de positionner des panneaux photovoltaïques. Alors, sur le vestiaire tribune, on est à peu près à 133 mégawatts heures par an et 79 sur l'école, ce qui fait à peu près 200 par an, quoi. Sur le mode de consommation, on a aujourd'hui 2 types d'autoconsommation. On a l'autoconsommation directe qui est attribuée au bâtiment sur lequel se trouvent les panneaux solaires. Là, c'est du direct, c'est-à-dire on consomme directement, mais on ne consomme pas tout. Et la deuxième chose, c'est la consommation collective, c'est-à-dire dans un rayon de 2 km autour du bâtiment, on alimente des bâtiments, mais là, on repasse par le réseau EDF, et donc on repaye le transport et ainsi de suite, mais à moindre coût. Donc on a d'un côté les bâtiments qui sont concernés, donc pour l'école, c'est l'école Jean Jaurès ici, et puis pour l'autre, c'est la piscine, les vestiaires tribunes et la piscine.
l'intérêt de l'autoconsommation, c'est d'avoir des bâtiments qui consomment beaucoup et toute l'année, sachant que sur les bâtiments municipaux, nous avons une consommation qui est plutôt en journée et qui est plutôt hors vacances scolaires. Et donc, quand on parle de vacances scolaires, on a 2 mois d'été où effectivement il y a beaucoup de production, mais pas beaucoup de consommation. Voilà. Et le reste, donc, est une possibilité de revente à EDF, mais sur des coûts qui sont assez bas. Donc, voilà, hop. Production, bon, tout ça, je vous ai expliqué. Si vous avez des questions, on pourra y revenir. Après, donc, sur la structure générale, donc, comme je vous l'ai dit, on est à peu près à 200 MWh sur l'année, environ 5 tonnes de CO2 évitées, entre 2 et 7, donc on est à la moyenne 5 tonnes, on a mis, voilà, qui couvre 16% des besoins électriques de l'ensemble des bâtiments communaux. Alors, il faut savoir que sur le photovoltaïque, on ne pourra jamais dépasser 40%, même si on est en Andalousie, avec beaucoup de soleil. Il y a toute la consommation de nuit, il y a la consommation d'hiver et tout ça qui fait qu'on chauffe, surtout chez nous ici, on chauffe et on n'a pas beaucoup de soleil. Donc on est à peu près, quand on arrive à 40%, on est vraiment au maximum par rapport au photovoltaïque. Après, il faut passer sur d'autres énergies renouvelables qui peuvent être l'éolien ou d'autres, mais pour nous, aujourd'hui, ça sera que sur le photovoltaïque. Et par rapport à l'autoconsommation, comme on est beaucoup ouvert en journée, on sera à 90% d'autoconsommation, en gros, sur l'année. Donc 10% de revente à EDF. Sur le bilan, alors le bilan, il est un peu compliqué, mais on a fait 2 scénarios. En fait, Enercop a travaillé sur 2 scénarios. En fait, plus le coût de l'électricité est bas, moins on fait d'économies. Voilà. Donc, on a fait 2 scénarios, un à 100 € le mégawattheure et l'autre à 140. On est aujourd'hui à peu près entre les deux, c'est-à-dire autour de 100, 110, plutôt 120, 130 en fonction des moments, mais on est à peu près, on passe rarement en dessous de 100. Si on passait vraiment en dessous de 100, effectivement, il faudrait tout revendre à EDF. Mais vu qu'on ne pense pas qu'on descende beaucoup, donc on arrive plutôt sur une fourchette où on est entre 100 et... Enfin, pas 100, 120 et 140. Donc vous avez là, entre l'investissement et en propre, avec deux possibilités de mode de gestion, qui sont d'un côté la régie municipale, qui gère l'ensemble des choses, ou de l'autre côté, on donne en concession à un concessionnaire qui, lui, s'occupe de tout. Il s'occupe de l'investissement, du fonctionnement et de l'entretien. En régie municipale, on s'occupe de l'investissement, de l'entretien, qui n'est pas énorme, voilà, et du fonctionnement quotidien, qui n'est pas énorme parce que le photovoltaïque ne demande pas beaucoup d'entretien. Ce qu'on a en termes de gros postes, ça va être les onduleurs au bout de 10-12 ans, mais bon, pour le reste, c'est quasiment pas beaucoup de choses, quoi. Donc, on vous a mis les 2 scénarios, avec, on voit sur une économie, alors on parlera, puisqu'en commission a été relevé le fait de l'investissement, donc on a refait un tableau avec l'investissement, c'est-à-dire avec le capital, puisque dans les tableaux qui sont ici, les intérêts sont compris, mais pas le capital. D'accord ? Donc, on arrive avec un gain annuel si on arrive au tarif haut, à un excédent pour la commune de 27 000 € par an et de 10 000 en concession, puisque le concessionnaire, lui, va se payer et va payer son travail et rembourser son investissement. Hop. J'ai 2 tableaux différents là, mais ah oui, voilà, oui, parce que je ne voyais pas bien. Donc, on voit à peu près le bilan économique de la concession par rapport au bilan municipal, enfin au bilan en régie. On est toujours au-dessus, sachant qu'une concession, c'est à peu près sur 20 ans. Et donc, au bout de 20 ans,
ils vont rétrocéder à la commune. Par contre, et on a une durée de vie des panneaux d'à peu près 30 ans. Si on regarde bien le prix de la concession sur les 20 ans, ça va au-delà, très au-delà du prix de l'investissement de départ, plus de l'entretien qu'on pourrait faire nous-mêmes. Donc on s'achemine plus vers un modèle municipal en régie que sur un modèle en concession. Sur les rentabilités, donc, vous les avez là en tableau, on vous donnera, vous avez eu ce document-là ou pas? Non, je ne sais pas. Sur 20 ans. Donc avec l'ensemble de la durée de vie, donc des panneaux, c'est ce que je viens de dire. L'emprunt à 80% du montant de l'investissement sur 18 ans à un taux de 4%. Un remplacement des onduleurs donc au bout de 12 ans. Et une inflation moyenne sur la période de 1,5, quoi. Bon, c'est des prévisions, hein, puisqu'on ne peut pas savoir exactement ce que nous réserve l'avenir. Mais en termes de budgétaire, c'est ce que ça peut faire, quoi. En cas de portage propre, l'économie générée augmente au fur et à mesure du remboursement du capital, puisque au début, on rembourse beaucoup d'intérêts, et plus on va rembourser du capital, mais beaucoup moins d'intérêts. Et donc l'économie générée tous les ans va rembourser de plus en plus le capital. À l'inverse, dans la concession, on a un tarif fixe avec une augmentation possible de l'inflation qui se fait dans toutes les concessions, hein, c'est-à-dire ils vont rattraper le coût de la vie qui va augmenter notre prix de la concession. Alors, sur les modes de gestion, on a étudié les deux, donc sur le comparatif. Donc en bleu, c'est la régie municipale et en rose, la concession. Donc sur l'investissement propre, l'ensemble de la valeur générée par le projet revient à la commune. Bon, simplicité du montage juridique, parce que c'est une régie municipale, on n'a pas besoin d'avoir un budget particulier. Maîtrise de l'ensemble des éléments sans dépendre d'un tiers. Qui est plus un inconvénient, c'est l'investissement de départ, hein, et la gestion de l'exploitation avec une sous-traitance, une petite sous-traitance, mais vous l'avez vu, qui était autour de 6 000 € par an, qui permet d'avoir un entretien de l'ensemble du réseau. Sur la concession, bon, on n'a pas de risque financier puisque c'est le concessionnaire qui fait l'investissement. On a un loyer annuel prévisible pour le budget, sauf pour les augmentations. Possibilité donc de consommer, la commune est considérée comme producteur par le gestionnaire du réseau. Donc on est bien dans la même chose, comme on est producteur, tout ce qui est autoconsommation sous le bâtiment, il n'y a pas de taxes supplémentaires. C'est tout ce qu'on envoie sur les 2 km autour sur lesquels il y a des taxes et du transport. Et l'exploitation est assurée par un tiers. C'est-à-dire on ne s'occupe pas de l'exploitation des panneaux. Inconvénient, donc, la complicité administrative complémentaire, parce que là, ça veut dire qu'on passe à un marché public, il y a appel à la concurrence, enfin, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place. Une partie de la valeur est captée par le tiers, c'est normal, puisqu'il rembourse son investissement et son fonctionnement. La confiance dans le tiers est nécessaire, il ne faut pas qu'à un moment donné, il nous lâche. Le montant du loyer proposé n'est pas connu avant le marché et dépend de la rentabilité recherchée par le tiers financeur. C'est-à-dire que si on n'a pas beaucoup de soleil pendant 4 ans, effectivement, il va augmenter sa part puisqu'il ne fera pas son remboursement, lui. Donc ça va être en fonction aussi de notre consommation et de notre production. Le loyer supérieur aux économies si le marché baisse fortement. Voilà. En conclusion, le scénario de la concession fait apparaître une faible rentabilité. Voilà. Du fait de la redevance versée, de la durée totale de 20 ans. De plus, en cas de baisse du prix de l'électricité, le coût de la redevance pour la location de la centrale pourrait devenir supérieur aux économies. Si jamais on est en dessous, ça ne vaut plus le coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il vaut mieux qu'on revende. La gestion directe permet de tout gérer. De manière générale, je ne vais pas vous lire le texte, mais pour nous, ce qui est intéressant, c'est que l'investissement reste modéré pour un retour sur investissement très intéressant au bout de 6 à 9 ans. En fonction du prix de l'électricité, plus ça sera cher, plus on ira vite, moins ça sera cher, moins on ira vite. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez... Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, interventions? Monsieur Lapère, Monsieur Knodel-Cédé. Oui.
Merci pour cette présentation. Alors, notre groupe est favorable au projet. Nous sommes sensibilisés sur cette question de l'énergie. Et nous avions dans notre programme prévu de développer la solution photovoltaïque sur les bâtiments communaux. Concernant le mode de gestion, l'option de la régie semble effectivement peut-être la plus opportune dans la mesure où la question de la maîtrise de l'énergie semble être aujourd'hui et certainement dans les années futures un sujet central et stratégique. Donc du coup, ce mode de gestion nous apparaît le mieux adapté. Et nous restons quand même vigilants sur la question financière puisque certains points, vous l'avez évoqué, abordés en commission, n'ont pas été clairement définis. Quid des subventions? Quid du coût total de l'investissement pour la commune? Puisque dans le tableau exposé en commission, qui exposait les recettes et les dépenses, l'investissement de base n'est pas intégré. Voilà, nous voterons pour le choix d'une mode de gestion en régie. Merci. Monsieur Knodel-Seder. Oui, merci, bonsoir. Donc, il y a une fois, en fait, le collègue Pierre-Yves Chanen m'a dit qu'il trouve qu'on ne félicite pas assez le groupe majoritaire. Donc, je vais le faire ce soir, hein, et même le faire doublement. Hein. Parce que, premièrement, parce que vous avez changé le discours, hein, je regardais encore le PV de la réunion du 15 octobre 2020, hein, où, monsieur le maire, vous avez expliqué que vous n'êtes pas totalement convaincu que l'énergie solaire photovoltaïque soit la solution d'avenir sur la question de la production d'énergie renouvelable. Et vous avez rajouté que l'impact carbone d'un panneau photovoltaïque sera donc colossal pour la commune. Donc je peux vous rassurer, effectivement, cet impact n'est pas nul, mais il n'est pas colossal. On regarde les chiffres de l'ADEME, effectivement, c'est 44 kg de CO2 par mégawattheure consommé si on achète un panneau chinois. Et malheureusement, aujourd'hui, les panneaux chinois, ils dominent complètement le marché, hein, donc c'est très compliqué à trouver d'autres panneaux. Mais les 44 kilos, c'est inférieur au mix énergétique français, qui, en fait, le dernier chiffre était mis à jour, je crois, hier, par l'ADEME, c'est le chiffre de 2023. C'est 58 kg de CO2 par mégawattheure. Et donc, si on fait la différence, mais on trouve, pour chaque mégawattheure produit, mais on gagne, on évite en fait 14 kg de CO2. Et avec les 200 mégawattheures, ça fait 3 tonnes évitées, à peu près 3 tonnes évitées. Avec les panneaux chinois, donc vous pouvez essayer de pousser plus loin en cherchant des panneaux français si ça existe encore, j'en sais rien. Mais ça doit être certainement plus cher. Donc c'est une bonne action parce que ça évite surtout en fait qu'on utilise l'énergie nucléaire. Donc je le rappelle, c'est quand même pas une énergie renouvelable. Ça consomme des ressources qui sont en fait assez rares, assez difficiles à trouver, et aussi en fait à trouver, à conditionner dans des pays qui sont pas forcément géopolitiquement les pays les plus stables et les plus vertueux. Et puis après, une fois consommé le carburant, on a des déchets assez embarrassants. Donc c'est une bonne action et ça rend surtout aussi la commune moins dépendante des marchés financiers et leurs impacts néfastes sur les prix des ressources et d'électricité. On l'a bien vu avec l'inflation qu'on a eue ces dernières années. Et puis, troisième point, pour moi, c'est un geste aussi de résilience pour la commune parce qu'on sera moins dépendant des aléas de la production nationale. On sait très bien que la production nationale, et parfois, c'est aussi compliqué. Notamment refroidir les centrales en plein été, parfois ça ne peut pas bien fonctionner. Et quand on voit que la consommation électrique est toujours en croissance, on a peut-être à un moment donné des pénuries à venir. Et je vais venir à la deuxième félicitation. Et donc ça, c'est pour le choix de la gestion directe des centrales. Vous savez que pour nous, c'est le choix qu'on privilégie. Avec ce choix, la commune reste maître de son destin et ne dépend pas d'un tiers. Mais c'est surtout aussi en fait le choix le plus économe, on l'a bien vu, hein, au contraire de ce que certains économistes nous veulent faire croire. En plus, donc, ce mode évitera que l'argent des contribuables va être siphonné par les capitalistes. Et comme c'est malheureusement souvent le cas, et ce qui explique d'ailleurs en demeurant la dette colossale qu'on a aujourd'hui en France après cette année de macronisme, donc on est effectivement en faveur de ce choix-là et on votera favorablement cette délibération. Merci. Merci. Monsieur Arévalo.
Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, puisqu'on en est au stade des félicitations, moi aussi je vais faire des félicitations. Notamment, je vais féliciter Monsieur le maire, une fois n'est pas coutume, puisque il met en œuvre une de ses promesses de campagne de 2008. Puisqu'en 2008, pendant la campagne électorale, il a dit qu'il y aurait une régie municipale d'électricité, hein, je ne me trompe pas. Donc il aura fallu 16 ans, mais c'est un bon début, hein, donc très bien. Bravo, bravo de mettre ça. Donc je ne m'étale pas sur l'intérêt de tout ça. Le deuxième point, c'est bien sûr sur la question de la régie. Hein. Bon, Jürgen vient de le dire, mais c'est important. Oui, vous savez que notre groupe, sauf cas de force majeure ou d'impossibilité, on est fondamentalement pour que nos biens communs, nos équipements publics, etc., restent en régie directe, en gestion directe, comme il était de tradition. Toute la gauche ramonvilloise a toujours procédé ainsi. Je voulais juste le rappeler. Dernier point, je crois savoir que la coopérative citoyenne ICEA, au tout début, a participé ou a fait un certain nombre d'études sur la faisabilité donc de ce projet. Qu'en est-il de la relation avec ICEA? Est-ce qu'ils ont été informés de nos choix, etc. Merci. Oui, alors merci Monsieur Knodel-Seder et Monsieur Arévalo d'avoir noté effectivement que cette collectivité était en avance. D'ailleurs, on était effectivement à l'époque les seuls à proposer de mettre en place une centrale d'énergie électrique en régie sur Amonville. Merci de le rappeler, de le souligner. Et nous avons mis du temps à y arriver parce qu'il faut faire correspondre sa volonté et sa vision d'avenir avec les possibilités du terrain. Et vous savez, d'ailleurs, vous auriez pu le dire, M. Knodel-Seder, dans le débat, si vous auriez voulu être extrêmement précis, je ne retire rien de mes propos. Et je les réitère ici parce qu'effectivement, tout évolue, y compris la baisse de l'empreinte carbone et même des panneaux photovoltaïques chinois, c'est-à-dire qu'ils font eux aussi des efforts. Et donc, ce qui était valable il y a 1 an, 5 ans ou 10 ans n'est pas la même aujourd'hui, mais ça, je n'ai pas de doute que vous l'entendiez. Ce qui m'importait, moi, le plus, c'était la question de l'autoconsommation. Et ça, vous le savez. D'ailleurs, si vous voulez aller jusqu'au bout du rapport de ce que j'ai dit, vous auriez pu aussi l'évoquer. Mais ce n'est pas grave, je ne vous en retiens pas rigueur parce que je ne suis dans aucune polémique. Et effectivement, pour moi, la question principale était celle de l'autoconsommation. Et que beaucoup de collectivités ont lancé des panneaux chinois en greenwashing pour faire du bien à leur bilan politique. Sauf que nous, ce qui nous intéressait, c'était plutôt le bilan global que de notre action qui nous intéressait plutôt que le bilan politique. Voilà. Et donc, on y arrive, et c'est tant mieux. Et ça veut dire qu'effectivement, il faut du temps. Et donc, il faut continuer à se laisser du temps pour arriver à mettre en place des projets, surtout quand on est dans une logique d'innovation permanente et que des projets qu'on a présentés il y a quelques années déjà ne sont pas tous réalisés. À bon entendeur, salut. Je vais laisser la parole à Georges Brandino. Oui, bonsoir. Je voulais juste préciser que ça n'a pas pu être fait avant pour une bonne raison que vous connaissez. C'est que c'est seulement depuis le 1er janvier 2022 qu'on peut faire de l'autoconsommation collective. Tant qu'on ne pouvait pas le faire, c'était absolument pas rentable pour la commune, puisque l'autoconsommation collective permet justement de tout ce qu'on ne peut pas consommer sur place, de le reconsommer ailleurs. Donc c'est ça qui a fait que depuis l'an dernier, c'est janvier 2022, donc il a fallu un certain temps pour que ça mûrisse, qu'on voit comment ça fonctionne. C'est maintenant qu'on le met en place. Avant, on ne pouvait pas parce que ça aurait été rejeté. L'autoconsommation collective permet totalement, parce que sinon on revend moitié de ce qu'on achète. C'est absolument pas rentable. Il faut tout consommer. Merci, Monsieur Brandino. On avait oublié, pardonnez-moi, concernant ICEA, Oui, concernant ICEA, donc... en fait, si on avait voulu interpeller ICEA, on l'a fait dans un premier temps pour avoir une étude. Si on avait voulu interpeller, il aurait fallu passer par un marché public. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas interpellé dans un second temps. Mais ce n'est pas un problème. Enfin, on avait déjà l'étude d'ICEA qui n'était pas tout à fait la même que celle d'Enercop, puisqu'on a eu deux assistances à maîtrise d'ouvrage en parallèle. Mais si on avait voulu... après réinterpeller ici, ça voudrait dire qu'on n'était pas en régie, mais qu'on repartait en marché public, puisqu'ils avaient travaillé tous les deux sur les études de départ, et pour aller plus loin, il fallait passer en marché public. Voilà, c'est tout.
Voilà. La seule chose que je voudrais rajouter, oui. Ah oui, mais ils le sont, oui. Oui. Eh ben, il fallait attendre le conseil municipal. Il faut respecter la démocratie, monsieur Arrivalo. Mais, Enfin. oui. Il n'y a que le vote en conseil municipal qui est un vote démocratique, hein, monsieur Arrivalo. On ne fait pas de copinage. J'avais monsieur Chanin. Oui, moi je. Pardon. Pardon, excuse-moi. Juste, ce qu'on est en train d'étudier aussi sur le reste, puisqu'on s'aperçoit que sur la consommation collective, l'intérêt, c'est d'avoir des bâtiments qui consomment directement pour ne pas payer justement tout ce qui est taxes et tout ça, c'est que la suite sera, ce n'est qu'un début, donc, continuons la transition énergétique, ça sera de regarder les bâtiments sur lesquels effectivement il y a une consommation annuelle, style par exemple la restauration, en tout cas les cuisines centrales ou des choses comme ça. La possibilité d'aller plus loin et de dépasser les 16%. Quoi. Voilà. D'ailleurs, vous auriez pu rappeler aussi, monsieur Knodel-Seder, que le dojo avait déjà été en autoconsommation, mais bon. Allez, je vous en fais grâce, je vous en fais cadeau, pour moi. Monsieur Chanin. Oui, je voulais juste souligner l'importance, alors pour nous, de ce type d'action en termes de groupe majoritaire sur les investissements qu'on peut faire du point de vue financier, puisque le resserrement se fait de plus en plus. C'est vraiment l'investissement qui est, avec d'autres actions qu'on portera en fin de mandat, extrêmement important pour nous. Pour nous, c'est un nous qui effectivement est plus large. C'est-à-dire pour nous, c'est pour les Ramonvillois, et c'est vraiment un nous qui est plus large. Et donc c'est vrai qu'avec satisfaction, je vois que le sérieux du travail de tout le monde permet qu'effectivement on ait des convergences. Alors certaines peuvent être inattendues sur des éléments de régie en termes de gestion. Mais je voudrais aussi remercier vraiment M. Knodel-Seder en dehors des éléments d'ironie qu'on peut avoir parfois, mais c'est vraiment pas ça, pour le sérieux de ses interventions, de ses convictions et de sa bonne foi, notamment sur ce dossier. Je trouve que c'est intéressant de voir qu'il faut du temps pour aussi retrouver des convergences de ceux que vous avez, les uns et les autres, indiqués comme étant une vision de gauche écologiste, et qu'effectivement, il y a des moments où c'est bon de retrouver que l'intérêt général et la réalité des dossiers convergent. Si, alors, je vais vous proposer de passer au vote. Donc, sur le choix du mode de gestion, qui est contre? Qui s'abstient? Pardon, vous... Pour une régie municipale. C'est le sens de la délibération. Pardonnez-moi, monsieur Lapère. Je vais vous lire les attendus de la délibération. D'opter le principe d'une régie de la gestion directe en régie pour l'installation et l'exploitation des centrales photovoltaïques en autoconsommation collective sur la commune de Ramonville-Sainte-Anne et d'autoriser le monsieur le maire ou son représentant à signer tous les documents, etc., etc. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. On passe à la délibération numéro 3 que je vais présenter en l'absence de monsieur Roussillon, qui a un problème de santé, qui concerne la convention d'offre de concours à conclure avec l'association CRAB, donc Castanet-Ramonville Handball, pour la rénovation du sol du gymnase municipal Léo Lagrange. Alors, je tiens à saluer, moi, le travail qui a été fait par le président du CRAB et même l'ensemble du CRAB, parce que c'est vraiment un gros travail de réseau qu'ils ont pu faire et qui ont permis de proposer à la collectivité, enfin à Castanet aussi d'ailleurs, Oswald je ne pense pas, mais à Castanet c'est sûr, de pouvoir récupérer dans le cadre des Jeux Olympiques des terrains de handball qualifiés donc de performance qui ont été conçus et spécialement utilisés pour les échauffements lors des différentes compétitions des Jeux Olympiques. Alors, il y a eu, vous le savez, lors de ces JO, une volonté de pouvoir rentrer dans l'économie circulaire et donc de pouvoir remettre à disposition ces sols qui ont été utilisés pour un certain nombre de matchs ou d'entraînements. Et donc, nous allons pouvoir en bénéficier grâce à cet appel qui a été fait par le CRAB et qui a permis d'avoir une contribution financière par une démarche de crowdfunding à hauteur de 28 125 € et dont le coût estimé pour la collectivité est de 69 788 € hors taxe. Voilà, ce qui nous permettra donc
de rénover dans des coûts beaucoup moindres que ceux qui n'auraient été si nous avions dû changer le sol du gymnase Léo Lagrange, ce qui était d'ailleurs dans les tuyaux, par une autre manière, et ainsi de pouvoir disposer d'un sol qui soit de bonne facture, pour ne pas dire autre chose. En tout cas, on pourra avoir la fierté de se dire que nous avons un sol des Jeux Olympiques grâce à cette démarche engagée par le CRAB et dont nous allons pouvoir bénéficier. Très concrètement, ce sol sera livré en décembre prochain, je crois, et installé aux vacances de février 2025. Et donc nous pourrons à ce moment-là l'inaugurer en présence de personnalités et d'handballeurs connus. Voilà, je n'en dis pas plus. Je ne sais pas si vous avez des questions. Madame Brault. Oui, comme vous, je souhaitais intervenir pour souligner l'exemplarité du projet de A à Z. Effectivement, récupérer un des sols de handball des Jeux Olympiques, qui est un sol de grande qualité, c'est à sa façon, comme l'explique le club, améliorer la santé des joueurs et ne pas laisser Léo Lagrange dans son jus. Il l'exprime comme ça sur leur site internet. C'est un peu la même démarche qu'ont d'autres clubs, comme les Dauphins du TOEC qui veulent récupérer des bassins olympiques. Et puis ensuite, il y a, comme vous l'avez dit, cette démarche de crowdfunding qui est cette recherche de financement qui a généré une grosse dynamique. Il y a eu des financements de la part de particuliers, de la part d'entreprises, et puis donc à la fin une contribution de la collectivité dont fait l'objet la convention que nous allons voter ce soir. Et puis il y a aussi une belle contribution de l'État puisqu'il y a une défiscalisation des dons à hauteur de 66%. Donc j'ai envie de dire, seul on va plus vite et ensemble on va plus loin. J'en profite pour dire qu'il leur manque encore 4 500 € et qu'on peut donc contribuer à hauteur de 10 € avec comme contrepartie un petit bout de sol des JO numérotés pour arriver au plafond qui leur manque. Donc voilà, pour conclure, c'est un projet exemplaire et j'espère qu'il va contribuer à ce que j'appelle garder la flamme olympique des JO à Ramonville. Y a-t-il, Monsieur Arévalo? Oui, on va féliciter le CRAB pour effectivement sa démarche. Simplement, moi, je voudrais juste attirer l'attention sur le fait qu'il y a un opportunisme, c'est difficile de voter contre une telle mesure. Mais sur le fond, on doit quand même être interpellé sur le fait qu'on glisse petit à petit sur... D'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y ait pas notre collègue, Madame Marie, qui préconisait le mécénat. C'est-à-dire on glisse dans un processus, peut-être que ça ne sera pas répétitif, mais qui fait qu'on arrive à financer les équipements publics, les biens communs, par le biais, à différents niveaux indirects, finalement, de mécénat, parce que là, c'est des mécénats indirects, puisque c'est Gerflor, etc., qui a dû payer les sols en contre-publicité aux Jeux Olympiques, et puis on récupère. Donc il y a une vraie question politique derrière, c'est à quel moment, effectivement, par rapport à des aspects purement politiques, on accepte de rentrer dans de tels processus, dans quelle dimension, jusqu'où on va, parce que derrière, une fois qu'on met le processus en route, on dira aux collectivités locales, mais allez-y, trouvez du mécénat, faites des appels à dons, et vous y arriverez à entretenir votre patrimoine communal comme ça. Voilà, donc... Je voulais juste faire cette remarque, ce n'est pas pour autant qu'on va voter contre. En fait, c'est important qu'on ait quand même des éléments de réflexion très politiques à ce niveau-là. Merci. Y a-t-il d'autres interventions, Monsieur Dangean? Non, je souhaitais donc avoir des précisions sur les devis dont il est question dans le document qui est annexé à la délibération, puisqu'il est indiqué que des devis ont été reçus permettant de fixer Monsieur Dangean. Merci. Donc, est-ce que nous pouvons avoir ces devis, ce d'autant plus qu'il est indiqué qu'il est possible qu'il y ait une actualisation des coûts. Et donc, j'avais demandé en commission la production de ces devis. Je ne sais pas si vous les avez. En tout cas, je constate qu'ils ne sont pas produits ce soir.
Oui, je vais vous donner les premiers éléments de ces devis, effectivement. Nous avons un devis qui concerne le terrain en lui-même de 44 par 24 mètres et son transport jusqu'à Ramonville. Donc ça, c'est-à-dire le poste achat du terrain, qui se situe à 32 788 € hors taxe. Et pour vous donner à peu près un équivalent achat neuf, on serait à peu près à 53 000 €. Voilà. Et ensuite, nous avons un devis concernant la pose, qui concerne le traitement des supports et la préparation des chantiers, la pose du plateau sportif fourni, le remplacement des trempons, pardonnez-moi, de ce terme un peu barbare, des tracés d'aires de jeu, puisque ce sol concerne le handball, et donc nous allons tracer aussi pour le basket, le badminton et le volley. Et enfin, la pose des accessoires, pose de seuil et plainte pour un montant de 37 000 € hors taxe, d'où les 69 788 € hors taxe. Voilà. On vous enverra par écrit ces mêmes informations que je viens de vous donner. Oui, Monsieur Caral. Henri, là, je trouve que tu as ton propos un peu déplacé. Pour la simple raison que, oui, pour la simple raison que, en fait, ces sols-là, dans beaucoup de JO d'ailleurs, ces sols-là sont partis directement à la déchetterie. Or, aujourd'hui, en fait, c'est pour ça qu'on a parlé de circuit court tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est du réemploi de sols de très très grande qualité, et ce n'est pas du mécénat, puisqu'on le paye et ainsi de suite. Mais si on ne les avait pas récupérés, et ça s'est passé dans notre JO et dans notre pays, et même ici en France, lors des derniers JO, les trois quarts des équipements sont partis à la poubelle. Donc je trouve qu'aujourd'hui, dire que c'est du mécénat, enfin on fait du mécénat et tout, je ne suis pas d'accord. C'est en fait du circuit court, c'est-à-dire on récupère du matériel qui ne sera certainement pas utilisé après, pour la simple raison que les salles et les endroits où ils ont été posés ne vont pas resservir. Donc ces sols-là partaient, puisqu'ils ont été payés par les JO. En fait, on va... Enfin, par les JO, non, par nous, contribuables, ils ont été payés. Donc c'est pour ça, le seul mécène qui sont dans la salle, c'est nous tous, là, ici. Voilà. Et les seuls mécènes, c'est nous qui les avons payés dans le cadre des JO. Donc voilà, ce genre de truc pour voilà, le mécénat comme ça, c'est pas du mécénat. Enfin, ce genre de réflexion est complètement inapproprié par rapport à ce cas-là. Voilà. Enfin, d'après moi. Tu en penses ce que tu en veux, mais tu es complètement inapproprié. Monsieur Arévalo, je vous demanderai calme et de la sérénité. Monsieur Arévalo. Oui, mais que tu ne sois pas d'accord avec moi, c'est une chose, mais je ne vois pas pourquoi tu dis que mes propos sont inappropriés. Que effectivement, il y ait une gestion de recyclage et de réutilisation, on en est d'accord là-dessus. Mais ce n'est pas forcément pour... Il y a plein d'autres établissements publics, etc., qui pourraient en bénéficier. Voilà. La question que je posais, c'est une vraie question politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que les communes rentrent dans ces logiques-là? Voilà. Et ça sera la mieux informée avec des différenciations de qui peut le faire et qui ne peut pas le faire. Mais je vais en rester là. Oui, non. Pourquoi il vaut mieux? Mais tu te permets de faire des commentaires extrêmement désobligeants à mon égard en permanence, ça commence à bien faire, parce que j'ai une certaine réflexion sur un certain nombre de sujets. Ça se respecte, hein, d'accord? Merci. On va retrouver la sérénité des débats et pouvoir délibérer sur cette convention d'offre de concours à conclure avec l'association CRAB pour la rénovation du sol du gymnase Léo Lagrange. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, nous avons l'unanimité en plus. Alors, que demander de plus? Bien, on va passer au point suivant. Le PLUIH de Toulouse Métropole. Je laisse la parole à Monsieur Passerieux. Bonjour à tous. En fait, je ne vais pas vous parler du PLUIH de Toulouse, bien que ce soit dans le dossier. Je suppose que vous l'avez lu avec intérêt, comme moi. Donc, par courrier du 4 juillet 2024, Toulouse Métropole a sollicité l'avis de la commune de Ramonville-Saint-Agne sur son PLUIH,
arrêté par délibération du Conseil de la métropole le 20 juin 2024. Donc, en gros, le jeu consiste à voir ce qui pouvait nous poser problème, puisque nous sommes voisins, et nous avons notamment un problème, quelque chose que nous avons en commun, qui nous pose des difficultés, c'est le ruisseau Sainte-Agne. Donc, nous avons discuté avec eux, nous avons vu, regardé, et discuté. Donc, a priori, nous n'avons rien trouvé qui puisse nous poser problème. On s'est mis d'accord là-dessus sur les petites choses qu'il y avait à voir. Donc, je ne vais pas en parler pendant une heure. Je vais simplement vous lire l'objet de la décision. Hein. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'urbanisme, le bazar, considérant le dossier de PLUIH prend compte de manière satisfaisante les interfaces avec la commune de Ramon-Sainte-Agne, notamment concernant l'identification de la trame verte et bleue et continuité territoriale avec celle de la commune au niveau du canal du Midi et de l'Espo et du coteau de Montcalm. L'identification des berges du ruisseau Sainte-Agne et sa ripisylve. Alors bon, au cas où vous ne connaîtrez pas, parce que c'est un mot que je ne connaissais pas non plus. Alors, il s'agit d'un espace d'échange appelé écotone entre les milieux terrestres et le milieu aquatique. Par sa présence continue le long de la rivière, elle guide et permet la circulation de la faune dans une relative sécurité en offrant un effet de corridor. Bon, il est évident que quand le ruisseau Sainte-Agne déborde, ça doit être plus compliqué. Bon, ils doivent un peu se planquer quand même. Voilà. Écotone, zone de transition entre deux écosystèmes où les conditions d'environnement sont intermédiaires. Alors ensuite, alors je disais l'identification du parc du Caen existant comme espace économique stratégique avec un enjeu de renouvellement, le maintien, voire la diminution des droits à construire actuels sur le quartier de Bourville, pas de problématique d'augmentation de la circulation automobile, de gestion des eaux pluviales répercutée. Donc, c'est pourquoi on vous propose de donner un avis favorable au dossier arrêté du PLUH de Toulouse Métropole, avec un avis très réservé concernant le changement de vocation du site d'échangeur de l'avenue de l'Europe, destiné à conforter la place des activités d'Airbus Défense, espace, sur le secteur, du fait de son impact sur la circulation automobile déjà congestionnée sur l'avenue de Pierre-Latécoère et de l'absence de liaison piétonne directe de l'échangeur à la station de métro de Ramonville-Sainte-Agne. De solliciter auprès de Toulouse Métropole l'instauration d'un emplacement réservé sur la parcelle 839 à L56 au bénéfice de la commune pour la réalisation d'un bassin d'expansion de crue du ruisseau Sainte-Agne dans un objectif de prévention des inondations, justifié par les éléments techniques produits dans le cadre de la définition du schéma directeur de gestion des eaux pluviales figurant en annexe. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Je crois que M. Danjean et Mme Brault ensuite. Oui, tout à fait. Non, merci de me donner la parole parce que j'ai l'impression d'être oublié. Mon groupe est partisan ici, maintenant, partout et toujours de la réduction de la consommation d'espaces naturels ou agricoles, que ce soit à la ZAC du Rivel ou en ce qui concerne l'échangeur de l'avenue de l'Europe. Et c'est sur ce fondement qui figure donc dans le puits dont vous nous avez parlé, M. Passerieux, que j'avais indiqué lors de la conférence des présidents que notre groupe était favorable au vote de cette délibération avec une modification dans la présentation. Alors, j'ignore si cette proposition est parvenue jusqu'à vous, parce que nous avions donc souhaité que la délibération soit formulée de la façon suivante. Il sera proposé au conseil municipal, premièrement, d'exprimer son désaccord avec le changement de vocation du site de l'échangeur de l'Europe, plutôt que la formule selon laquelle
le conseil municipal donnait un avis favorable au dossier en émettant un avis réservé concernant le changement de vocation de ce site. Donc, je répète, nous souhaitions que dans un premier temps, le conseil municipal exprime son désaccord avec le changement de vocation du site sur la base du principe que je viens de rappeler en introduisant mon propos, et puis ensuite donc de donner, deuxième point, un avis favorable au dossier, et ensuite de la même façon de solliciter auprès de Toulouse Métropole l'installation d'un emplacement réservé sur la parcelle 839 à L56. Voilà. Je ne sais si cette proposition a été portée à votre connaissance, mais en tout cas, nous la maintenons au titre du vote de la délibération. Madame Brault. Oui, enfin, nous, sur le changement de formulation à propos de l'échangeur de l'Europe, on est d'accord que ça, voilà, si jamais vous souhaitez le changer, ça ne nous pose pas de problème. Nous, on voulait plutôt revenir sur la création de l'emplacement réservé pour le bassin d'expansion de crue du Saint-Agne. Ça nous semble effectivement une première étape qui est nécessaire dans la gestion de ce cours d'eau qui, depuis des années, déborde régulièrement et occasionne des crues et des dégâts, notamment chez des particuliers et puis également dans l'espace public. On l'a vu tout récemment lorsqu'il a inondé l'avenue des Frères Lumière. Et donc, on espère qu'après la création de l'emplacement, les travaux de création du bassin de rétention ne tarderont pas. Ouais, d'accord. Ok, c'est bien ce que je pensais. Bien, ben écoutez, c'est très bien. Alors, le répissif, tu aurais pu évoquer celui de Confluence Ariège-Garonne, puisqu'on traite avec le SICOVAL. Et on a beaucoup de travaux là-dessus dans le cadre de la RNR, d'ailleurs, dans lequel je pense que c'est toi qui participes. Écoutez, c'est très bien, on ne vous a pas oublié, Monsieur Dangean, mais vous avez évolué, c'est une bonne chose. Parce que le compte-rendu qui a été sorti de cette commission était que vous émettiez un avis défavorable sur l'ensemble du PLUIH de Toulouse Métropole au regard du fait qu'on était en désaccord, et là je suis d'accord avec vous, entendez ce que je dis, sur la question de l'utilisation de cet espace. Or, juridiquement, vous le savez très bien, compte tenu du fait, y compris que sur un certain nombre de points, il y a plus de points positifs en ce qui concerne la relation que nous avons avec Toulouse Métropole sur un certain nombre de dossiers que de points négatifs, il n'est pas possible, sauf à vouloir à tout prix faire un coup, mais je pense qu'on a passé cet âge-là, d'émettre un avis défavorable sur l'ensemble du dossier du PLUIH. Et donc, c'est pour ça, en tout cas, c'est comme ça que ça a été retranscrit, ce n'était pas possible. Si là, votre demande, elle est de dire, nous émettons un avis favorable, parce que c'est ça qui nous est demandé, quel est notre avis global. Nous émettons un avis favorable au dossier de PLUIH de Toulouse Métropole et confirmons et indiquons un désaccord sur le changement de vocation du site de l'échangeur, là-dessus, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas ce qui était invoqué en commission, et c'est pour ça qu'il était bon... Et en conférence des présidents, pardon, excusez-moi. Et c'est pour ça qu'il était important pour que vous puissiez formaliser ici, donc on vous respecte dans votre travail d'élu municipal, de pouvoir modifier votre... Voilà. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas émettre un désaccord global juste sur un point, on est d'accord, je pense, là-dessus. Mais par contre, indiquer un désaccord sur ce point-là, là-dessus, il n'y a pas de difficulté avec la majorité municipale. Et ensuite, on sollicite, d'ailleurs, ce qui aurait été malvenu de notre part, c'est de donner un avis défavorable et de solliciter un emplacement réservé. Et donc, nous pouvons effectivement, d'ores et déjà, vous proposer de l'amender en indiquant que c'est bien un désaccord sur le changement de vocation du site de l'échangeur de l'avenue de l'Europe. Voilà. Et nous avons donné un avis favorable au dossier du PLUIH de Toulouse Métropole, confirmant un désaccord concernant le changement de vocation de l'échangeur avenue de l'Europe destiné à conforter la place des activités, etc. etc. Le reste ne change pas. Changeant donc d'avis très réservé à désaccord, là-dessus, il n'y a pas de difficulté, mais ça reste un avis favorable sur le dossier arrêté de PLUIH. Pas de problème. Mais bien, c'est parfait. Écoutez, je vous propose cet amendement qui est pour... Pardon. Monsieur Arévalo.
Je ne peux pas faire plus précis. Notre proposition, c'est de mettre un premier tiret qui marque le désaccord de la commune sur ce projet-là. C'est un premier tiret qui réaffirme. Et après, on reprend un deuxième tiret, exactement le texte qui est écrit là, et un troisième tiret aussi. Je vous ai fait une proposition d'amendement. Je comprends que vous souhaitiez à tout prix formaliser un désaccord pour en formaliser un, sauf que le PLUH est un document cadre qui ne tient pas à ces quelques mètres carrés sur lequel on n'est quand même pas d'accord. Donc, je vous redis ce que je vous propose de faire comme amendement, de donner un avis favorable au dossier du PLUH de Toulouse Métropole, confirmant notre désaccord, le désaccord de la commune de Ramonville sur le changement de vocation du site de l'échangeur, etc., etc., etc. Voilà. Et de solliciter derrière, deuxième point, auprès de Toulouse Métropole, l'instauration d'un emplacement réservé. Donc c'est l'amendement que je vous propose, qui est pour unanimité. Merci. Et donc je vous propose, dans un second temps, après amendement, de voter cette délibération telle que nous venons de l'amender, qui est pour à l'unanimité. Merci. Ensuite, nous avons l'APCP suite aux centrales photovoltaïques. Donc, nous avons une question certainement de Madame Brault. Je vous laisse la poser. Non, c'est pas une question, hein, c'est oui, c'est une explication de vote en fait, puisque on est bien d'accord avec le projet. Néanmoins, comme on a évoqué tout à l'heure, un certain flou sur les conditions budgétaires, on va voter contre la délibération. Moi, c'est juste pour mon information personnelle. Vous êtes favorable, puisque vous avez voté tout à l'heure qu'on s'engage dans le projet d'investissement, et vous êtes défavorable à ce qu'on l'inscrive en APCP. Ah, mais la décision budgétaire, on est en désaccord. Il faut bien l'inscrire dans le budget. Oui, mais nous, on a constaté... Formellement, ce que je veux vous expliquer, enfin, pardonnez-moi, peut-être ne suis-je pas clair, c'est que vous nous indiquez, c'est très bien, on vous en félicite, être d'accord avec le projet de centrale photovoltaïque et de son investissement, mais vous ne souhaitez pas qu'on inscrive en investissement les fonds permettant de réaliser ce projet. Parce que c'est ça, hein, la PCP. Ça permet d'inscrire ces fonds-là. Là, vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes d'accord pour le faire, mais pas d'accord pour qu'on le paye, quoi. C'est une décision budgétaire. Et on n'est pas d'accord. D'accord. Bon, bah écoutez. Grand bien vous fasse. Je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Donc, le groupe de Madame Brault. Qui s'abstient? Merci, la délibération est adoptée. Ensuite, nous avons les autres délibérations que je vais passer tout de suite. Donc, le point 5, projet de rénovation technique et énergétique du pôle culturel Place Jean Jaurès, approbation du plan de financement et demande de subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. La garantie d'emprunt à patrimoine languedocienne, société anonyme d'habitation dans de modéré pour 2 prêts destinés au financement d'une opération de construction de 8 logements sociaux. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Ah, pardon, excusez-moi. Abstention. Le groupe de Madame Brault, merci. Point 8, désaffectation, déclassement du domaine public et cession d'une partie de la parcelle cadastrée AA 195. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Des acquisitions foncières au département, je vous fais grâce de l'ensemble des parcelles. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage à conclure avec Sicoval et Toulouse Métropole pour la création d'un fossé d'évacuation des eaux pluviales. Ça concerne d'ailleurs le ruisseau Sainte-Agne. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Le recensement de la population, nous devons désigner un coordonnateur et recruter 4 agents de recenseurs. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Le relevé des décisions prises par le maire en vertu des délégations qui ont été confiées. C'est une information sans vote. Et enfin, on n'avait pas une motion? Et nous avons une motion, donc je vais laisser Pierre Huchonel la présenter. Alors, bonsoir à ceux que je n'ai pas pu saluer. Le dimanche 1er septembre à 7h du matin, environ 700 caravanes, jusqu'à 18h, se sont installées de manière illégale sur le parc de 50 pour une durée d'une quinzaine de jours.
malgré le mobilier anti-intrusion, empierrement, portique, poteaux aux abords du parc qui avait été mis en place, notamment après une intrusion précédente. C'était un grand rassemblement et l'État a la responsabilité d'organiser les grands rassemblements. Et cette année, avec l'organisation des épreuves olympiques, il avait demandé aux organisateurs, de les délocaliser dans les régions, notamment celles où il n'y avait pas d'épreuves olympiques. Et donc cette délocalisation, qui était prévue depuis plusieurs mois, avait été prévue en Occitanie et elle s'est heurtée à l'absence de proposition par les services préfectoraux d'un site d'accueil adapté à l'échelle de la région. L'État, dans notre région, a échoué dans son rôle. Cela aurait pu être n'importe quel autre territoire disposant d'un espace de 12 hectares et ça a finalement été Ramonville, dans l'indifférence des autorités préfectorales, pourtant responsables et prévenues de la situation. Donc la commune a évidemment immédiatement déposé plainte et adressé un courrier à monsieur le préfet. Elle s'est vue répondre qu'il lui appartient de mieux sécuriser le site de la ferme de 50. Notre ville a été une commune exemplaire et s'est dotée d'un accueil avant même la loi Besson. Le Sicoval, c'est la seule intercommunalité Haute-Garonne à être en conformité avec le schéma départemental en termes d'accueil et d'habitat des gens du voyage, qui lui permet d'ailleurs normalement d'expulser ce genre de situation. Et en réalité, notre territoire a donc subi le manque d'anticipation, mais aussi de soutien de l'État. Alors dans cette situation, face aux installations illégales et non programmées, comment peuvent réagir les petites communes, les petites intercommunalités sans le soutien de l'État ? En sachant que non seulement il y a les frais financiers qu'on verra tout à l'heure, mais il y a aussi le fait que les maires sont tenus de garantir la sécurité et la salubrité publique. Heureusement, nous n'avons pas eu à subir, ce qui n'était pas une évidence, d'incidents majeurs, ni d'incendies, etc., ni d'incidents majeurs liés à la fragilité du pont de Manche-Pomme ou une circulation importante de véhicules à proximité d'axes cyclables aussi importants. Mais nous avons quand même des conséquences pour la commune et pour les riverains et pour le parc. Ces conséquences sont d'abord organisationnelles. On a été amené à déployer dans l'urgence des moyens humains et techniques importants pour limiter les nuisances liées à cette installation, non seulement la régulation de la circulation aux côtés de la gendarmerie, l'information aux riverains, mais aussi la gestion des déchets avec le Sicoval, la réorganisation et plusieurs réorganisations liées au festival de rue, etc. Mais nous avons aussi des conséquences financières. Alors, certains coûts sont d'ores et déjà connus. Il y a l'allocation des feux tricolores, l'enlèvement des déchets, ils sont importants. D'autres seront beaucoup plus complexes à évaluer rapidement. La consommation des fluides, la remise en état du terrain et du parcours santé qui constitue, avec la ferme de 50, un des poumons verts de la commune. On a une idée du montant prévisionnel, à peu près 100 000 €, dans un contexte où la ville a mené une politique de rigueur budgétaire et déjà décalé un certain nombre de projets d'intérêt public. Alors l'objet de cette motion, et donc de cette motion qui est adressée à monsieur le préfet, dans ce contexte, en tant qu'élus locaux, nous ne pouvons accepter que les contribuables ramonvillois subissent les conséquences d'une situation relevant d'une responsabilité de l'État. Aussi, les élus du conseil municipal sollicitent monsieur le préfet de la région Occitanie pour une prise en charge des frais afférents à cet accueil de grands rassemblements subis par la collectivité. Je vous remercie. Je vais vous laisser intervenir si vous le souhaitez. Madame Brault. Oui, donc merci pour ce texte. Alors c'est un texte qui a à portée locale. C'est un texte qui est conforme à ce que nous avons exprimé au dernier conseil municipal. Et puis d'ailleurs, je vous l'ai dit, on avait préparé nous-mêmes un texte. Et puis comme vous avez une motion qui est très, très similaire, on vous laisse la main dessus. C'est un texte qui est aussi proche de celui que d'autres élus locaux ont proposé à leur collectivité. Je pense notamment à la motion que Jean-Luc Moudin a soumise à son conseil municipal la semaine dernière et que vos collègues élus à Toulouse ont refusé de voter. Et ça ne sera pas notre cas puisque notre position, ça sera de voter cette motion sans difficulté. Y a-t-il d'autres interventions, monsieur Dangean? Oui, au-delà des polémiques politiciennes, moi je voudrais que notre collègue Channen nous apporte une précision sur l'objet de la décision. Vous souhaitez
vous souhaitez la prise en charge des frais afférents à l'accueil ou une prise en charge? Parce que la prise en charge, c'est la prise en charge totale des frais. Une prise en charge, ça peut être une partie. Oui, alors je vous remercie pour cette remarque. Je vais d'ailleurs, en nom de mon groupe, proposer une modification, c'est-à-dire un changement de rédaction, et que je demande à ce qu'on vote une prise en charge. Je souhaite, à la suite de votre remarque, proposer moi-même qu'on modifie notre texte, donc on l'amende par la prise en charge. C'est beaucoup plus clair et c'est effectivement l'objet. Puisque j'ai la parole, je souhaitais également ajouter un point. Une des choses importantes à dire, c'est que, dans le contexte, c'est que notre collectivité, le Sicoval, a fait l'ensemble des éléments qui sont nécessaires, y compris un terrain de passage. Et donc, nous avons la possibilité de dire que nous avons totalement un respect de la loi et que normalement le préfet, plusieurs fois déjà d'ailleurs, aurait dû nous soutenir, y compris pour le fait que ça ne soit pas là, qu'il y ait des expulsions, etc. Ce n'est pas tout à fait le cas des autres collectivités, et donc on peut véritablement, on ne peut pas considérer que c'est la même situation. Et donc, c'est pas du tout, enfin vraiment, ce type d'information n'est pas spécialement de polémique. Je trouve que ce sujet est un sujet complexe qui nécessite beaucoup de responsabilités et qui, là, le groupe étatique, c'est vraiment, enfin, le préfet d'Occitanie, alors que les autres préfets de région, par exemple, ont réussi à l'organiser, a vraiment manqué à l'ensemble de ses devoirs, y compris d'ailleurs pendant la période où avait lieu le rassemblement, puisqu'on a quand même été très peu soutenu pendant cette période par ailleurs. Donc voilà, je voulais juste préciser cela, et je propose donc cet amendement qui est grâce à Monsieur Danjean. Je remercie. Oui, ouais, merci beaucoup Pierre pour cet amendement. Effectivement, il coule de sens. Ce grand rassemblement était prévu. Il était prévu, il était annoncé depuis le mois de février, il a été annoncé en préfecture au mois de mars, avril. J'y ai participé, je siège à la commission permanente d'accueil des gens du voyage. Et déjà dès le mois d'avril, la préfecture demandait s'il y avait des collectivités qui étaient prêtes à accepter ce grand rassemblement. Moi, je suis intervenu à plusieurs reprises pour dire que même avec la meilleure volonté du monde, aucune collectivité, aucun EPCI n'est en mesure de proposer un terrain de 12 hectares avec l'alimentation en eau, en électricité, des chemins d'accès adéquats, en termes d'issues de secours, d'accès pompiers, etc. Et que ces grands rassemblements étant de la responsabilité de l'État et du ministre de l'Intérieur, certes, on n'en avait pas en ce moment, mais on en avait un démissionnaire. Autant pour moi, au mois de mai, on en avait un. Au mois d'avril, mai, on en avait un. Mais que des mémoires, ces genres de rassemblements, se font dans des terrains de l'État qui sont équipés, qui sont calibrés pour accueillir ce type de pèlerinage. Hein, dans une histoire ancienne, quand je faisais mon service militaire, c'était pas notre unité, mais ça se fait dans un terrain militaire où il y avait de la flotte, il y avait des chemins, il y avait des routes, il y avait etc. Ici, dans la région, il y a quand même des infrastructures. Peut-être pas en Haute-Garonne, mais Castelnaudary n'est pas loin. Hein, il y a, je crois que 2500 hectares à la Légion étrangère, il peut bien leur filer un petit bout. Hein, 2500 hectares à la Légion. 250 hectares, non plus que ça, je crois 2500 hectares à Francazal. En bout de piste, ça peut s'arranger. Mais on s'est heurté à des fins de non-recevoir systématiques. Le terrain de Caylus, parce que ce n'était pas forcément Toulouse. Ils demandaient quelque chose dans la région Occitanie, pas forcément Toulouse. Il y a vraiment eu une mauvaise volonté, peut-être une volonté de pourrissement de la situation, hein, un peu comme pour mettre les collectivités face au pied de leurs responsabilités et un désengagement organisé, puisque c'est moi qui ai proposé. C'est moi qui ai proposé Francazal, c'est moi qui ai proposé Castelnaudary, c'est moi qui ai proposé Caylus. Alors, certes, j'ai omis de proposer peut-être des aérodromes civils comme Muret ou Lasborde, qui auraient peut-être bien pu la faire. Mais bon, l'année prochaine, je les proposerai. Mais c'est pas faute d'avoir fait des propositions, d'avoir été proactif. Et c'est pas faute d'avoir voulu jouer dans le sens. D'ailleurs, je les ai pris à témoin, les représentants des gens du voyage, en disant on œuvre pour vous, on est là pour vous arranger le machin. Et malgré ça, ils sont arrivés ici, quoi. Et jusqu'à la veille,
au dire de la préfecture, jusqu'à la veille de la... Ils cherchaient des pasteurs pour savoir où c'est que vous allez, et ils ont tenu secret pour avoir l'effet de surprise. Heureusement, et je remercie le maire et Pierre-Yves Chanel, on a été sur place tout de suite, les rencontrer. Les premières approches ont été un petit peu dures, mais on a su être intelligent, se mettre autour de la table et tomber d'accord sur un certain nombre de choses, notamment sur la tranquillité du voisinage, la circulation et autres. Bon, beaucoup de choses ont été tenues, d'autres un peu moins, mais voilà, en discutant, on arrive à s'entendre. Merci. Tendu au démarrage, ça fait partie des choses normales. Juste parce que je vais insister sur ce point-là quand même. En fait, la difficulté devant laquelle on est, c'est un désengagement très clair de l'État dans sa responsabilité sur les collectivités locales, en sachant que de toute façon, ça leur retombera dessus. Pour ne pas avoir, et c'est là où c'est très mesquin comme façon de faire, pour ne pas avoir à en assumer et la responsabilité et le coût. Parce que la réalité, c'est que si effectivement, et c'est pour ça que Pablo avait fait les propositions de terrain militaire, ça veut dire que la responsabilité de fait est sur une propriété de l'État, donc devient de la responsabilité de l'État, donc il doit organiser l'accès, organiser les sanitaires, organiser les fluides, organiser l'enlèvement des déchets, etc., etc. Et donc, l'État se retrouve seul avec la facture, ce qui normalement devait être sa responsabilité initiale. En ne faisant pas de proposition, l'année dernière, c'était Beauzelle au Fonds Beaux-Arts, je ne sais plus, Beauzelle. Cette année, c'est Ramonville, et demain, ce sera quelqu'un d'autre. Et donc, on renvoie aux collectivités ce que l'État ne veut pas payer. Mais ça, c'est insupportable comme façon de faire. C'est-à-dire qu'on connaissait cette pratique dans d'autres process, mais là, voilà. Donc, je vous le dis, j'ai déjà d'ailleurs été contacté par d'autres collègues. On ira encore plus loin, parce que il n'est pas possible qu'on se retrouve dans cette situation où on a des solutions possibles, elles sont connues, on peut les mettre en œuvre, et personne, et l'État qui ne veut pas les mettre en œuvre. Le même week-end, c'est le week-end d'après, même week-end, l'État mettait à disposition des terrains militaires pour organiser la fête de l'humain. Vous voyez, mon côté rouge revient à la fin du conseil municipal. Et c'est bien de mettre des terrains militaires à disposition. Mais moi, ce que je demande, c'est qu'on puisse les mettre aussi bien à disposition pour faire la fête de l'humain que pour les gens du voyage. Il n'y a pas des citoyens différents en France sur notre territoire. Je vous propose de passer au vote, d'amender d'abord en disant la prise en charge, la participation, c'est comment, c'est la prise en charge. La prise en charge. Qui est pour cet amendement ? Unanimité, merci. Et donc je vous propose le vote de cette motion avec l'amendement qui est pour unanimité, en vous remerciant. Et je vous dis donc au 28 novembre prochain. Bonne soirée.